je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Alors, dernière lecture, oui et non, vous me connaissez, j'attends toujours 3 plombes avant de tourner, du coup, c'est mes lectures de avril. C'est mes lectures d'avril. Donc je vais vous parler de mes lectures d'avril, et sachant que dans la vidéo il y a un petit coup de cœur, mais évidemment je l'ai gardé pour la fin, fourbasse comme je suis, n'est-ce pas? Et on va commencer directement avec « Et ils meurent tous les deux à la fin » d'Adam Silvera, ou Adam Silvera, je sais pas, aux éditions France Loisirs ici, mais c'est exactement la même chose chez la collection R, donc de Robert Laffont, à l'origine. Pour le synopsis, je suis bien tentée de vous dire, tout est dans le titre en fait. On vit dans un monde futuriste mais à peine, où en fait il existe ce qu'on appelle le Death Cast, qui va vous donner le matin, genre entre minuit et 3h du mat, il va vous appeler pour vous dire « Bonjour, nous savons que vous allez mourir dans les 24 heures. » Voilà, bonne dernière journée. Ce qui est fort sympathique, n'est-ce pas? Donc c'est le même monde que le nôtre, c'est juste qu'ils savent quand ils vont mourir. Et je sais plus quel est son prénom, comment s'appelle-t-il? Matteo va recevoir cette annonce, cet appel, et Rufus aussi, et vont décider tous les deux de passer leur dernière journée ensemble en passant par le biais de l'application Dernier Ami. Et donc on va suivre leur dernier jour à tous les deux. Je vous dis pas s'ils meurent effectivement ou non à la fin, je vous laisse lire le bouquin pour le découvrir. Comme depuis quelques temps, je me suis munie en douce de mon carnet pour bien me rappeler de tout ce que j'avais à vous dire, et on va commencer par un point principal qui découle un petit peu du titre, de la base, c'est le suspense reste jusqu'au bout. Est-ce que oui ou non le titre est mensonger? Est-ce qu'il meurt bel et bien à la fin ou pas? Vous le saurez, donc je le disais en le lisant, parce qu'il n'y a pas moyen de le deviner avant. Donc ça c'était un premier point positif. De l'autre côté, au niveau des points négatifs, il se passe... Enfin, c'est sympa ce qui se passe dans le bouquin, mais il se passe rien de non plus mirobolant, extraordinaire, enfin voilà, les personnages sont touchants, ils se ressemblent pas, ils sont très différents les uns des autres. Vous remarquerez que c'est vraiment une thématique chez moi en ce moment, il faut que les personnages soient distincts les uns des autres. Bref. Et donc là ils sont bien distincts, mais ils font pas des trucs extraordinaires qui resteront gravés dans ma mémoire à jamais. C'est-à-dire que je me rappelle de l'histoire pour l'instant, je me rappelle à peu près 2-3 événements, demandez-moi dans 3-4 mois, pas sûr que voilà, hein, pas sûr que j'en dirai autant. Un autre point qui était vraiment très bon, c'était les personnages secondaires. Donc on va suivre ces deux personnages-là principaux, mais on va pas suivre que leur point de vue. Parce qu'à chaque fois, au début de chaque chapitre, on nous donne l'heure, parce qu'au final, dans ce bouquin-là, l'heure de la journée est très importante, et le personnage dont on a le point de vue. Et en fait, on va avoir le point de vue de beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages. Des gens qui vont croiser genre 10 secondes dans la rue parce que ce qui va les mener à le croiser fait que ça va avoir une action sur leur futur à eux. Enfin bref, et j'aime pas quand il y a de multiples points de vue, quand on garde les points de vue du début à la fin, vous voyez? Mais là, comme c'est deux personnages vraiment principaux dont on a très régulièrement les points de vue, et un chapitre par-ci de machin, un chapitre par-là de machin, mais de manière très peu présente au final, c'est beaucoup plus sympa. Moi, j'adore quand c'est sous ce format-là. Et enfin, dernier point, comme dans mon petit cahier dont je vous ai déjà parlé la fois précédente, je crois, il y a une petite case pour mettre des citations qui nous plaisent bien. Je me suis dit qu'étant donné que je notais peu de citations en règle générale, le peu que je notais, quand je vous fais l'update, je pourrais vous la lire. Voilà. C'est une petite idée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît pas du tout, j'arrêterai, hein, mais voilà. Il y en aura qu'une de tout l'update, et dans le prochain que je vais tourner, je crois qu'il y en a pas du tout, alors... Vous inquiétez pas, ça sera pas très fréquent. Bref, d'autant plus que là, c'est même pas une citation de l'auteur, c'est une citation qu'il a écrite... Enfin, c'est une citation de citation, vous voyez le truc? Donc c'est pas vraiment du bouquin lui-même, quoi. Je vous la lis, donc désolée si je ne vous regarde plus. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Oscar Wilde, qui est donc pas du tout l'auteur du livre. Mais c'était joli, ça m'a plu, du coup je l'ai noté. Voilà. Bref, du coup, si vous êtes curieux, je vous le conseille, et ceux qui n'aiment pas tout ce qui est science-fiction, vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose de très science-fiction là-dedans, enfin, mis à part le fait que vous connaissez votre date de mort, et que du coup, vous vous doutez bien, il y a une économie qui s'est formée autour de ce truc-là, notamment l'application Dernier Ami. Il y a d'autres applications, d'autres endroits, etc. qui se sont créés. Bon, voilà, mis à part ça, il n'y a rien de très extraordinaire, hein. Ça reste une sorte de contemporain, avec un peu de science-fiction. Ensuite, je vais vous présenter l'autre bouquin qui n'est pas de la SFFF, et après il n'y a que de la SFFF, gloire et bonheur. Bref, il s'agit du tome 2 de la saga Elements de Brittany Setcheri, The Fire...
Bon, juste The Fire, celui-là. Donc c'est le deuxième tome, disais-je, et c'est chez Hugo Poche. Pour le résumé, on va suivre deux personnages principaux dans une romance, évidemment. On est chez Hugo quand même, faut pas déconner. Donc on va suivre deux personnages principaux, Logan et j'ai oublié le nom de la meuf. Lui est très sombre, déprimé, on dit qu'il a une noirceur d'âme, enfin bref, vous voyez l'idée, et elle est très joyeuse, très jolie, très... un peu stéréotypée tout ça, bref. Et donc ils vont avoir une romance en étant ados, puis ils vont se séparer dans des circonstances que je n'expliquerai pas, et vont se recroiser plus tard. Alors on va commencer par les deux points négatifs parce que pour le coup c'est assez minime, donc comme ça une fois qu'ils sont mis de côté je pourrais vous parler des points positifs. Le premier truc c'est que les ressorts scénaristiques sont vus, revus, revus. Le problème c'est que comme il n'y en a pas 12 000 ce genre de ressorts scénaristiques vus et revus, je peux pas trop vous donner d'exemples similaires, vous voyez. Mais je vous jure, c'est que des trucs, tu les vois venir gros comme une maison et t'es en mode vraiment? Genre tu vas vraiment faire ça? Bon bah d'accord, hein, je suppose que... ok, pas de soucis. Bon, c'est pénible, parce que vous voyez venir ce qui va se passer dans l'immédiat, mais en même temps, c'est pas si déplaisant que ça. Et le deuxième point négatif, mais je crois que c'était déjà un point négatif du premier tome, et à mon avis ça sera pareil avec le tome 3 que je me suis acheté il y a pas longtemps, et le tome 4, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut arrêter avec ces épilogues à la mort moelle-neu, en mode arc-en-ciel et petits papillons? C'est pénible, c'est juste pénible. C'est juste un « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ça me gonfle. Oh là là. Si c'est ça que tu veux nous mettre en épilogue, franchement fais pas d'épilogue. Dans l'immédiat, tu vois, je suis contente, je suis en mode « ah c'est mignon » et en même temps je suis en mode « non mais stop, c'est excessif là. Enfin arrêtez la fumette ». Bref, moi ça le don me rend un peu ouf. Et pourtant avec d'autres séries ça marche, genre l'épilogue de Hunger Games, c'est un peu comme ça, mais ça va, tu vois, parce qu'on voit encore que Katniss, clairement les jeux elles s'en est pas encore remises, et du coup ça va, j'arrête pas de le dire mais ça va. Contrairement à là où on est en mode Rainbows and Butterflies, tout va bien dans le monde, meilleur des mondes, tout le monde est heureux, non, juste non, ça m'a un peu gavé. Mais du point de vue du positif, c'est une très belle romance qui m'a beaucoup plu donc, et il y a plein de choses à dire dessus, mais le problème c'est que je vous spoilerai au moins un petit élément et j'ai pas envie de le faire. Du coup je dirais qu'il y a une des thématiques là-dedans qui d'habitude me plaît absolument pas. D'habitude ça me rebute, j'aurais pas touché au livre si... pas si j'avais su que la thématique était là, mais si c'était pas une série que j'appréciais déjà, vous voyez. Mais du coup je l'ai lu quand même, ça m'a bien plu, donc elle a réussi, Brittany Cherry, à me faire apprécier un type de trucs que j'aime pas. Il y a autre chose qui m'a bien plu dans ce livre, c'est que les intérêts des personnages principaux sont inhabituels, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des goûts un peu particuliers où ils aiment des choses qui sont pas les trucs les plus aimés d'habitude dans les bouquins. Et ça, j'ai trouvé ça rafraîchissant et très très cool. Sinon, c'est un page turner, c'est-à-dire que il a pas l'air très gros comme ça, mais il fait genre 500 pages, je crois. Et ouais, 460. Il fait 460 pages et je l'ai mangé, c'était trop bien. Et enfin, le dernier point, et ça c'est un truc que j'adore dans mes bouquins, et franchement si j'en écris un jour des bouquins, il y aura forcément ça au moins une fois, intégrer des chansons. J'adore quand les auteurs et les autrices font ça. Moi c'est mon gros délire, j'adore ça. Dès qu'ils mettent une chanson qui parle du titre d'une chanson, je m'empresse d'écouter la chanson en question pendant que je lis. C'est trop bien de faire ça, c'est trop bien. Là il y en avait 3 je crois en tout dedans, donc c'est pas énorme, mais ça fait toujours du bien, c'est toujours très sympa, et c'est très appréciable. Bref, donc à ceux et celles qui aiment la romance adulte, est-ce qu'il y avait du cul? Je crois qu'il y en avait mais un tout petit peu, donc si vous aimez pas trop les fesses, vous pouvez y aller. Bref, donc c'était très sympa, ça m'a beaucoup plu, je vous recommande la série, et moi je vais lire le tome 3. Je vais pas dire sous peu, c'est pas vrai, mais je me suis acheté le tome 3 en poche comme les autres, et je me fais une joie de le lire, dans je sais pas combien de temps, mais de me le lire. Et je suis désolée, je vous ai menti. Non. Alors c'était pas volontaire, rassurez-vous, mais j'ai oublié, enfin j'avais oublié qu'il y avait une citation pour ce bouquin là aussi qui m'avait bien plu. Sorry. On est parti, n'oubliez pas, je lis mon carnet, c'est pour ça que je ne vous regarde pas. On ne se rend pas compte de ce qu'on a tant qu'on n'a pas vu ce que les autres n'ont pas. Bam. J'ai trouvé ça très stylé, du coup je vous partage. Ensuite je vais vous parler d'un tome que j'avais hâte de lire, vous n'imaginez même pas, et pourtant je pense qu'il a traîné bien 2-3 mois dans la palle. Alors pourquoi ça m'a pris tant de temps pour le lire?
je ne sais pas, mais j'ai fini par le faire parce que je ne me rappelais pas assez du tome 1, j'avais peur que ça me porte préjudice pour le tome 2, mais je voulais pas relire le tome 1, du coup j'avais trouvé un résumé spoilant, bref, vous connaissez le topo, je fais souvent ça. Tada! Donc le tome 2 de La Faucheuse, il s'agit de Thunderhead aux éditions Robert Laffont, enfin je crois que moi je l'ai pris aux éditions France Loisirs, je sais plus, bref, mais là c'est aux éditions Robert Laffont dans la collection R, et donc c'est de Neil Shusterman, et c'est trop bien. Pitch du tome 1, on est dans un monde futuriste, encore une fois, et la mort a été déjouée, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on peut se faire ressusciter le nombre de fois qu'on veut en fait. Tu te casses le bras, pour eux c'est pareil que tu meurs. Un mois plus tard, t'en es... Enfin même pas un mois, une semaine plus tard, t'en es largement remis et puis tu peux vivre ta petite vie. On meurt plus de vieillesse non plus, on peut retourner... Enfin dès qu'on trouve que notre corps est trop vieux, on peut retourner corporellement, physiquement à l'âge de nos 25 ans, de nos 20 ans, de nos 15 ans. Peut-être pas 15 ans vous me direz mais bref. Et donc, forcément, ça veut dire surpopulation, donc il faut qu'il y ait des gens qui meurent et du coup il y a l'ordre des faucheuses. L'ordre des faucheuses donc pour mission de tuer les gens mais cette fois-ci les tuer pour de bon. Voilà. Donc c'est le pitch de base de La Faucheuse et on va suivre deux personnes, un garçon et une fille qui vont suivre l'apprentissage pour être faucheur et faucheuse. Et ça c'est le pitch du tome 1. Ça c'est donc le tome 2 et c'est très clairement un tome passerelle. Oh yeah. Désolée pour vos oreilles. Bref, donc c'est un tome passerelle et c'était pénible que ce soit un tome passerelle parce que j'avais vraiment pas envie d'un tome passerelle. Juste avant que je me mette plus profondément dans mon explication, je dirais juste, pour ceux qui ont peur de commencer la série, qu'on peut très bien s'arrêter à la fin du tome 1, ça peut être une fin en soi. Voilà, il n'y a pas de queue de poisson, ça donne pas super envie de lire le suivant, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas lu le 2 tout de suite quoi. Pour en revenir à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire le tome passerelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tome 2 dans une trilogie, par exemple, et en gros il se passe pas grand chose dedans parce que le tome 1 de découverte est terminé et ça permet d'amener les choses qu'on veut dire dans le tome 3. Du coup, bah, il se passe pas grand chose. Et donc, pour recouper avec ça, en gros, il se passe pas grand chose jusqu'aux 100-150 dernières pages, quoi. En gros. Alors que le bestiau fait bien 600 pages. Hein. Ouais, 570, c'est pareil, hein, j'ai arrondi, on va dire. Bref, du coup, clairement, il est nécessaire si tu veux lire le dernier tome, qui selon une de mes meilleures potes est génial, mais je l'ai pas encore lu moi. Et du coup, bah, bon, je suis contente de l'avoir lu. C'est un tome passerelle, donc voilà, pas grand chose à en dire d'extraordinaire. Dans ce tome 2, par contre, il y a beaucoup plus de personnages secondaires dont on a le point de vue, et longtemps. Mais ça a donné des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que niveau inconvénient, il y a deux nouveaux personnages, enfin nouveaux points de vue. C'est pas forcément des nouveaux personnages, mais c'est des nouveaux points de vue que j'ai mélangé tout le temps en fait. Je mélangeais les deux personnages. Et du coup, il y a des fois je lisais toute une page en pensant que c'était l'un des deux, et après je me rendais compte que c'était l'autre. Du coup je relisais la première page, parce qu'en fait j'avais pas compris. Bref, c'était pas très agréable. Mais sinon, les personnages secondaires, donc ces deux-là et d'autres, sont très très chouettes. Je les ai beaucoup appréciés. Les deux personnages principaux sont toujours aussi géniaux. Ils sont complets et complexes, je l'écris dans mon carnet. Et j'aime beaucoup les personnages de cette série en fait. L'univers est génial, c'est-à-dire que quand même l'univers des faucheuses, fallait imaginer le truc quoi. Les personnages principaux sont géniaux, ce qui pêche clairement dans celui-là ce sont les événements où il se passe pas grand-chose, sauf comme je vous le disais aux 100 dernières pages. Du coup, je vous conseille vivement la série, j'attends avec impatience de me procurer et de lire le 3e tome parce que ça me fera une jolie petite trilogie de finie et ça me fera bien plaisir. Et on reste dans le post-apocalypse, dans le futuriste, puisque j'ai enfin sorti Apocalypse Blues, le tome 1 Ravage, non la saison des Ravages, pardon, aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Un update lecture de Clémentine ne serait pas un update lecture de Clémentine s'il n'y avait pas une lecture à cause de Piketty. Yes. Du coup, j'avais acheté le tome 1 de Apocalypse Blues à cause ou grâce à elle. Pour le pitch, en gros, il va y avoir des ravages, comme ils disent, des problèmes météorologiques un petit peu partout dans le monde. Donc à coup de tsunamis, d'inondations, de tremblements de terre, de volcans en éruption, enfin vous voyez le truc quoi. Et on va suivre quatre personnages principaux dans leur survie à ceci. Donc il y a 2 Australiens, un Indien et
un Américain. Ouais, c'est ça. Un États-Unien, même pour être précis. Et donc, on va suivre leur périple, comment ils survivent, etc. etc. J'ai pas envie de vous en dire plus, même si j'ai conscience que ça envoie pas trop de rêves. Mais en gros, si vous aimez le post-apo, c'était vraiment, vraiment très très beau. Cette fois-ci, on va commencer avec le positif, parce que j'ai envie, cherchez pas. Du coup, dans le positif, déjà, il y a les personnages. Les personnages sont très bons, très réalistes, humains. Ils ont vraiment des côtés négatifs, pénibles en fait, qui les rendent très humains, qui les rendent aussi très attachants, ça va avec. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé les 4 personnages principaux, mais les autres aussi à côté, les personnages secondaires étaient vraiment top. Et c'est pour ça que ça fait partie des raisons pour lesquelles je vous recommande ce livre. En fait, dans les points que j'ai notés comme étant des points positifs, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont le don de me plaire d'habitude. Point numéro 2, donc qui a l'habitude de me plaire, le glauque. Ah, trop bien. Il y a des aspects très glauques parce que c'est survivre dans un monde ravagé, dans un monde où justement tout le monde s'arrache le peu de denrées, donc forcément il y a un peu du combat et tout machin, et combat, conflit, tout ça, et pour le coup, il y a du sang, et on va pas te l'épargner parce que tu es un jeune personne lecteur de young adulte et que du coup, oh là là, on doit te cacher le sang. Non, non, s'il y a des trucs glauques, on va te dire qu'il y a des trucs drôles. Drôle, bien sûr, glauque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que derrière, il y a écrit pour lecteur averti. Le seul problème, c'est que c'est écrit en tout petit. Tout petit. C'est bien que moi, je m'en étais pas rendu compte avant qu'il y ait une scène assez glauque. Et après, j'étais en mode, quoi, ils ont pas prévenu que c'était glauque et tout. Et après, derrière, je vois, juste au-dessus du code barre en tout petit, pour lecteur averti. Moi, je m'en fous. Je suis une adulte et les trucs glauques, j'en ai depuis bien trop longtemps pour que ça me fasse bizarre ou quoi. Ou que ça me traumatise. Mais là, pour le coup, vous auriez dû l'écrire en un peu plus gros, quoi. Bref, donc, mis à part ça, c'était vraiment excellent, d'autant plus que je vais pas aller trop dans le détail, mais il y a des questions de handicap aussi, qui sont bien détaillées, bien expliquées, bien racontées, donc moi ça m'a beaucoup plu aussi. Alors c'est pas une romance handicap, romance hôpital et tout machin, mais il y a des points qui parlent de handicap, et ça, vous savez à quel point j'apprécie. En somme, c'est donc du bon post-apo, comme on l'aime, comme il faut, et tout ce que vous voulez. Et en plus, on peut louer le fait que on suit des ados, mais il y a des explications au fait qu'il n'y ait pas d'adultes dans leur entourage proche à eux 4. Alors, je vous dis pas s'il y en a dans le reste du monde ou pas, mais en gros, là, on sait pourquoi ils sont juste entre eux, ou juste tout seuls, ou juste à deux, enfin, vous voyez, il y a des explications au manque d'adultes, et ça, c'est top, parce que Piketty en parle souvent, et elle dit souvent, c'est pénible quand on fait pas confiance aux adultes, on parle pas aux adultes, parce que c'est idiot, en fait. Un adulte est forcément plus capable de faire tellement de choses qu'un ado ou qu'un enfant, vous voyez. Donc là, pour le coup, il y a une explication, et ça, c'est top. Et sinon, on va parler de mon gros point noir pour ce livre, les personnages. Là, vous allez me faire, mais tu te fous de notre gueule, t'as dit que les personnages étaient trop bien. Oui, et je maintiens mon propos, mais il n'y a pas assez de variété dans les personnages. Alors, il y a de la variété ethnique, c'est-à-dire que, on a Charlie, je crois. Ouais, quelle mémoire. Charlie, donc le personnage américain, on a le personnage indien et on a les frères australiens. Du coup, il y a de la variété sur les ethnies, comme je disais, mais vous remarquerez que sur 4 personnages, aucune fille. Pourquoi? Je sais pas. Ensuite, l'autrice est une femme. D'ailleurs, je suis même pas sûre de vous l'avoir dit, non mais n'importe quoi moi. C'est de Chloé Jo-Bertrand, pardon, excusez-moi. Bref, revenons à nos moutons. Donc, aucun personnage féminin en personnages principaux. Et en personnages secondaires, il y en a pas beaucoup, proportionnellement aux hommes, je veux dire. Il y en a, hein, genre 5 ou 6, mais proportionnellement aux hommes, il y en a peu. Et l'une de celles qui m'a le plus marqué, enfin, il y en a 4 dont je me rappelle vraiment bien. Parmi elles, il y a une hippie qui parle de ses règles. Yes, c'est vrai que nous, les femmes, ne sommes que des choses faibles qui parlent de leurs règles. Une autre qui est une femme âgée, je sais plus, mais pas toute jeune, qui est juste la maman / mamie typique, on va dire. Et 2 petites filles curieuses. C'est un peu stéréotypé, voilà. Bon. Donc j'espère que dans les deux tomes à venir, je crois, il y a au moins, ça va au moins jusqu'au tome 3, mais je sais pas si c'est une trilogie ou plus. J'espère qu'il y aura plus de femmes, plus intéressantes surtout. Un autre truc à propos des personnages principaux, sachant que t'es une autrice française, pourquoi t'as pas mis un français ou une française? Enfin, du coup ça aurait peut-être fait un peu moins d'ethnie entre guillemets, mais ça aurait pu
Enfin, Charlie, pourquoi il est américain et pas français? Ça l'aurait pas empêché d'être noir. Donc je sais pas, j'ai pas trop compris en fait pourquoi il n'y avait pas de français. Ça a le don de me rendre ouf en fait quand les auteurs français placent leurs histoires aux États-Unis ou placent leurs histoires dans d'autres pays. Quand il n'y a pas d'explication, je veux dire, des fois il y a des vraies explications, genre si son histoire c'est autour, je sais pas moi, de Stonehenge, forcément, il faut que ça se passe. Enfin, ça peut pas se passer en France quoi. Mais là, c'était pas le cas. Sinon le reste, c'était vraiment très très bon. Donc je vous le conseille vivement si vous n'avez pas peur du sang, du glauque, du handicap, du réalisme d'une situation post-apocalyptique. Je vais vous présenter une lecture que j'ai adorée. C'était trop bien et je m'attendais pas à kiffer autant. Sans plus de suspense. Tada! Le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Mayer, c'est-à-dire Cress, aux éditions PKJ, qui est une énorme bricasse, donc on ne remercie pas Gwendoline, une de mes amies, qui m'a choisi ce livre. 660 pages, le bestiau quand même, hein. Merci. Pour le pitch, je vais vous faire le pitch du tome 1, évidemment. Le pitch du tome 1, c'est que on va suivre Cinder, et c'est en fait une réécriture de conte dans un monde futuriste, puisque c'est une cyborg et qu'elle ne va pas perdre sa chaussure au pied du palais, mais son pied. Yes. Je sais pas si on peut dire forcément que tous les tomes sont des réécritures de contes, mais en tout cas on part d'un personnage principal de conte. C'est-à-dire que dans le premier tome, on part de Cinder, donc Cendrillon, vous l'aurez compris. Dans le tome 2, on part de Scarlett, donc le petit chaperon rouge. Et là, si vous voyez bien la couverture, ou si vous connaissez le bouquin, vous savez qu'on part de Réponse. Donc mis à part ça, il y a un peu le contexte de début, mais après, l'autrice fait un peu ce qu'elle veut du contexte. Hein. Et on s'en fiche, on n'est pas vraiment là pour ça. Donc là, on est dans un tome 3, donc je vais évidemment pas pouvoir vous en dire beaucoup, mais je vais quand même vous donner mon avis sur la question. J'ai adoré ce livre. Je sais pas pourquoi je suis autant en chanson aujourd'hui. Ici, on va suivre donc tous les personnages qu'on suivait avant, et Cress, qui vont se croiser peut-être d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, un des points que j'ai adoré dans ce livre, même c'était déjà le cas dans le précédent, mais là comme ils sont encore plus de personnages principaux, c'est plus intéressant encore, ils font des petits groupes. Je vais pas dire si c'est volontaire ou pas, je vais pas dire pourquoi, mais ils finissent séparés en petits groupes, et il y a un peu ce suspense de est-ce qu'ils vont se retrouver, est-ce qu'ils vont jamais réussir à se retrouver, est-ce qu'ils vont réussir à se croiser, parce que du coup dans plusieurs points de vue, vous voyez qu'il y a des endroits qui se croisent, genre ils viennent de tel endroit ou ils veulent aller à tel endroit, ils vont faire une escale par tel endroit et tout, et vous vous dites ah oui, j'espère qu'ils vont s'y retrouver en même temps pour se retrouver, mais vous savez jamais si ça va vraiment se produire, et ça c'est trop chouette. Et pourtant, malgré ça, il y a quand même un côté prévisible, un côté Tom passerelle, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, mais beaucoup moins clairement que dans Thunderhead. Donc, pas trop de soucis, les 600 pages passent comme une lettre à la poste. Et enfin, les deux derniers points à propos de ce livre, parce que comme je disais tout à l'heure, je peux pas trop détailler, c'est un tome 3 quand même, faut pas abuser. Point numéro 1, les romances. Ça reste quand même une série de science-fiction romance. Ça fait partie des points principaux, c'est que c'est pas une petite romance derrière où on se dit ouais, l'autrice s'est dit oh là là, c'est du young adulte, faut forcément une romance. Non, vraiment, l'objectif de base c'était de faire de la romance et de la science-fiction à peu près sur un pied d'égalité. Donc si vous êtes rebuté par la romance, je suis pas sûre que ça soit très conseillé pour vous, parce que c'est quand même bien mis en avant. Mais moi, comme j'aime bien la romance, et encore plus dans un contexte autre que du contemporain, eh bien ça m'a forcément plu. Et enfin, dernier point notable, contrairement au précédent, il me semble que c'est le seul où ils font ça, il y a une introduction du personnage de Winter qui est le tome 4, et ça, j'adore. Tu sais, on te le met par petites bribes, alors je crois pas qu'on ait son point de vue, mais on a le point de vue ou les points de vue des personnes qui la croisent à des moments clés, et du coup je trouve ça très intéressant qu'on commence déjà à connaître le personnage principal du suivant, parce qu'on continue à suivre les personnages principaux des autres tomes. Bref, donc c'est un excellent livre, donc je vous conseille, vous l'aurez compris, vivement cette série, et j'ai hâte de lire le tome 4, quoi qu'il soit encore plus gros, genre 900 pages, 950 pages, donc j'ai hâte et j'ai pas hâte en même temps, hein. Je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. Et enfin, je vous l'avais promis, j'ai gardé mon coup de cœur pour la fin. Tada! Vous n'aurez donc aucune surprise à voir que mon coup de cœur c'est Phobos, le tome 1 de Victor Dixon aux éditions PKJ ici, mais normalement c'est dans la collection R, en grand format, mais moi j'ai la format poche, d'ailleurs qui est tout pourri. Autant des fois les formats poche de PKJ, la petite pastille dorée là, elle tient très bien, autant là, elle a pas tenu pour dessous, je suis sûre que vous la voyez même pas. Enfin bref. Le pitch de base. 6 prétendants masculins et 6 prétendantes féminines vont embarquer dans une navette pour aller sur Mars. Ils vont être les 12 premières personnes à aller sur Mars, et surtout les 6 premiers couples qui vont là-bas
enfanter pour créer la première génération de vrais martiens. En plus de ça, pendant toute la traversée, il va en fait y avoir des speed dating pour former les 6 couples de futurs habitants pour Mars. Donc ça c'était le pitch. Alors, on sait assez rapidement qu'il y a une couille dans le potage. Je vais pas vous dire pourquoi, ni quoi, ou quand, comment, mais on sait assez rapidement qu'il y a un problème quelque part. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire donc pour le pitch. J'ai tellement aimé ce livre. Bon alors il était un peu écrit pour me plaire, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est ce que j'ai dit juste avant, on met de la romance et un cadre de science-fiction, moi je suis au taquet, mais au taquet. Donc en plus quand tu rajoutes un il y a un petit problème dans la machinerie, ah bah alors là je suis au taquet. Alors quand je dis dans la machinerie, c'est dans l'histoire, hein. C'est pas vraiment dans la machinerie du vaisseau, hein. Je vous aurais pas spoilé comme ça. J'ai presque tout adoré dans ce livre. Le seul point noir, donc je vais le donner maintenant comme ça c'est fait, le seul point noir c'est la fin où en gros ça va un peu trop vite, mais pas dans le sens il y a trop d'action d'un coup. Mais je peux pas vous expliquer plus que ça de peur de vous spoiler. Mais en gros, ça va trop vite. Je dirais pas quoi, mais ça va trop vite. En revanche, du côté positif, il y a tellement de choses. Déjà, les points de vue sont très intéressants. On n'a pas de point de vue des hommes, je crois pas. On a vraiment que le côté de Léonore et des filles. Mais brièvement, de temps en temps, on a le point de vue d'une autre fille que Léonore. Notamment pendant leur speed dating, puisqu'en fait, les unes les autres ne voient pas leur speed dating. C'est-à-dire que Léonore verra pas ce qui se passe pendant les speed dating des autres. Et inversement, évidemment. Du coup, si on veut vraiment savoir ce qui se passe dans les 10 speed dating, on est obligé de suivre les personnages, tous les personnages féminins, et pas uniquement Léonore, sinon on ne saurait pas ce qui se passe. Bref, l'un des points forts, c'était vraiment ces personnages très vivants, très intéressants, au côté positif, négatif, très humain en fait. Il n'y a pas de super-héros de « oh là là, lui ou elle est trop bien, manque de réalisme parce que aucun défaut et tout le tralala ». Non, là c'est pas le cas du tout, et j'ai adoré ça. En plus, l'histoire est très prenante, les backstories, j'arrive pas à le trouver en français le mot, mais bref, les antécédents on va dire de chaque personnage sont très intéressants. Moi ça m'a beaucoup plu, c'est plein de rebondissements. On pourrait se dire ouais dans un huis clos j'ai peur que ça manque d'action. Non 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 non. Vous inquiétez pas, y a pas de souci. C'est ce que j'avais noté dans mon carnet d'ailleurs, j'ai mis plein de rebondissements tout au long de la lecture. Genre tout le temps il se passe des trucs, y a pas vraiment de pause. Je sais pas si ça existe des tomes passerelles avec Victor Dixon, je verrai bien, mais en tout cas au vu de son tome 1, ça a pas l'air d'être trop son genre de faire des tomes passerelles. Bref. Je voulais, en début d'année, je l'avais mis dans mon cahier, à nouveau, toujours ce cahier, j'avais écrit que je voulais découvrir 2 auteurs, parce qu'il y a une petite case pour ça en début d'année, Murakami et Victor Dixon. Du coup, je suis contente, j'ai pu découvrir Victor Dixon en ce début d'année. Je suis ravie et je vais me précipiter, dès que je le verrai, sur le tome 2 au format poche, parce que vous connaissez mon amour, je ne veux pas dénoter les bouquins dans ma bibliothèque. Et c'en était tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas le pouce en l'air et les commentaires. Je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous, j'espère que mon update à moi vous aura inspiré et vous aura donné envie de lire l'une de ces lectures. Je vous dis à la prochaine et je vous dis...